7h17, ils ont été otages pendant plus de 3 ans. Comment peut-on se remettre psychologiquement d'une épreuve pareille? C'est ce que vous allez demander à votre invité, Thomas. Mais qui mieux que vous, Florence Aubenas, bonjour, pour nous Bonjour. aider à comprendre comment on se relève d'une épreuve pareille. Vous avez été enlevé, vous, pendant un peu plus de 6 mois en Irak. C'était entre le 5 janvier et le 12 juin 2005. D'abord, pendant la détention, Florence, comment on tient, à quoi on se raccroche ? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui serait universel, c'est-à-dire une manière de se raccrocher qui vaudrait pour tous. Et je crois que justement, c'est l'inverse, que chacun a sa manière de faire. Je me souviens, moi, de la captivité où j'étais. Chacun, je sais qu'on s'est revus avec certains des otages, et chacun, on avait l'impression de vivre la même chose quand on y était. Et chacun avait en fait son coin à soi dans sa tête, où il se réfugie et où il se met, j'allais dire, à l'abri de ce qui est en train de lui arriver. Mais j'imagine que quand on pense à ceux qui s'en sont sortis, c'est quelque chose qui est à tenir aussi. On sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont été détenus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui reviennent. Ça compte, ça, on y pense, j'imagine, quand on est au fond de sa geôle. Je pense que tout le monde pense qu'il va s'en sortir. En tout cas, je crois que l'espoir reste là. Et justement, le fait de se dire que, en France en tout cas, c'est un des pays où on sait qu'il y a des mobilisations, où on sait que les gens ne vous laissent pas tomber, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, c'est vrai qu'on a la chance, j'allais dire en France, d'avoir des concitoyens qui se mobilisent pour ça, qui sont avec nous. Et c'est quelque chose, j'allais dire, de fondamental, de savoir que où qu'on soit, d'avoir aucun accès au monde extérieur. Les geôliers, en général, ne vous le disent pas, ou en tout cas... Vous saviez rien, vous, de la mobilisation à l'époque ? Rien du tout. Rien du tout. Et pourtant, j'avais confiance, parce que je sais qu'en France, ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui se passe au moment où on passe du cauchemar, de la pénombre, j'imagine aussi du sentiment d'abandon, d'après ce que vous venez de nous dire, à cette lumière extrêmement violente qu'est la libération ? Ça aussi, c'est une épreuve très brutale à vivre, j'imagine. Oui, mais à la fois, c'est un tel bonheur. Enfin, je veux dire, c'est de l'euphorie dans un premier temps ? Exactement. C'est beaucoup d'euphorie. On est quasiment hors de soi-même. C'est-à-dire que tout à coup, on passe d'un endroit où on n'est rien à on explose en pleine lumière. Et ça, c'est vrai que c'est un moment extraordinaire. Et ça ne dure qu'un temps. Oui, mais à la fois, j'aime bien parce que on décrit toujours ça, et c'est drôle que vous me demandiez la chose comme ça. Ouais. C'est que c'est vrai que quand je suis rentrée, la plupart des gens m'appelaient, me disaient alors comment ça va ? Et je répondais très bien. Ils me disaient comment ça très bien ? Alors il y avait une grosse déception en disant comment elle nous fait pas une petite dépression ou il y a bien un contre-coup qui va se passer. Je pense que vraiment pas forcément. Enfin, je crois que c'est vraiment, on sort, on est content, c'est vraiment, j'allais dire c'est un terme très banal, mais c'est une seconde naissance réellement, c'est-à-dire que on était très très loin de tout ça, on était de l'autre côté du miroir et tout à coup on revient dans ce monde-ci. Vous avez eu besoin de vous faire aider, vous, ou pas, dans les mois, les années qu'on suivi ? Moi, non. Alors, je reste extrêmement modeste parce que chaque fois que je dis ça, on me dit « Ouais, mais ça viendra plus tard et ce sera encore pire. » Donc le jour où j'en aurai besoin, bien évidemment, je le ferai. Personnellement, ça n'a pas été le cas. Mais la plupart des gens, oui, c'est le cas et c'est tout à fait normal. Et vous, ça vous hante encore ? Vous faites encore des cauchemars, je ne sais pas, de ça ou vous voulez vraiment que je vous dise quelque chose ? Mais alors, j'en ai jamais fait de cauchemar là-dessus. Mais c'est vrai que je crois que chacun envisage les épreuves de la vie comme il peut et en fonction aussi de la période de sa vie. Et je vous dis encore une fois, il faut rester très humble par rapport à ce qu'on peut faire et comment on le fait. Et c'est ça l'important, c'est-à-dire c'est de se dire, voilà, on est fragile, à certains moments on s'est retrouvé entre les mains de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on s'en remet ? Et je crois qu'il faut le prendre avec modestie et voilà, et comme on peut. Je voudrais qu'on écoute, Florence Aubenas, un très court extrait de la déclaration de François Hollande hier, quand il a annoncé la libération de Thierry Doll, Pierre Legrand, Marc Ferré et Daniel Laribe. 3 ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagées. Les familles, c'est aussi un calvaire, le mot est utilisé par le chef de l'État, c'est aussi une souffrance, une épreuve pour elles. Exactement, et en plus c'est un rôle extrêmement ingrat, j'allais dire, et qui est d'une certaine manière celui de toutes les rédactions qui attendent, et je le dis spécialement à Europe 1 parce que je sais que Didier François a été enlevé, est en Syrie actuellement. Vous êtes présidente du comité de soutien par ailleurs, et vous avez été d'ailleurs aussi très proche des familles des 4 otages qui ont été libérés hier. Oui, mais je pense que c'est un rôle très ingrat et très compliqué parce qu'on est là à solliciter autour de soi en disant voilà, il faut qu'on en parle, il faut faire ça, on est dans la demande, on est dans l'attente, on est comme les autres avec, pareil, un horizon bouché, une attente dont on ne sait pas quoi faire. Et très souvent, voilà, ce rôle-là, c'est ce rôle de Pénélope, comme dans Ulysse, où on est celui qui attend sur la rive que quelqu'un revienne. On ne le prend pas souvent en compte. Et je pense qu'eux aussi devraient, j'espère, seront aidés. Et elles ont des nouvelles vraiment régulièrement ou c'est un peu comme nous les médias, de temps en temps, on a une info qui arrive et rien de plus pendant parfois des semaines ou des mois. C'est pareil pour les familles où elles en savent quand même un petit peu plus quand il y a une détention?
Non, je pense qu'elles n'en savent pas énormément plus. Elles savent peut-être un peu plus à la marge. Elles ont accès, par exemple, peut-être plus facilement aux preuves de vie qui ne sont pas diffusées pour le grand public, et heureusement. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Vous savez, le secret de ces négociations-là, c'est qu'elles soient tenues assez secrètes et confidentielles. Donc, je pense que c'est assez normal. Échouer, bien sûr, évidemment. Et chaque fois qu'elles émergent, on s'est rendu compte que justement, ça partait un peu sur les côtés, et que la confidentialité est un peu un gage de réussite. Oui, voilà. C'est vrai. Merci beaucoup Florence Aubenas. Je rappelle que vous êtes donc présidente aussi du comité de soutien de Didier François et d'Édouard Elias, à qui on pense très fort évidemment ce matin. Nicolas Hénin et Pierre Torres. Évidemment, 4 journalistes qui sont détenus en Syrie, 7 otages français au total. Un rendez-vous pour les auditeurs d'Europe 1 et pour tous ceux qui pensent à Didier et à Édouard, c'est mercredi 6 novembre, mercredi prochain, un concert de soutien aux Folies Bergères. C'est à 21h, ça fera mercredi 6 mois que Didier et Édouard sont détenus contre leur gré en Syrie. 5 mois, le 6 novembre prochain.